20h sur ce plateau. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de choisir TATV pour vous informer. Bienvenue dans cette édition d'information. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 13 juillet 2017. Entre autres points débattus, les préparatifs des états généraux de la sécurité routière et la délivrance des cartes nationales d'identité biométrique pour le ministère de la Sécurité, la création, attribution, organisation et fonctionnement de l'ordre national des sages-femmes de Guinée pour le ministère de la Santé. Les explications avec Daouda Mohamed Kamara. Comme d'ordinaire, le Conseil s'est ouvert par le message du chef de l'État, c'est-à-dire des instructions au gouvernement. À veiller au respect des étapes techniques préliminaires ainsi que des procédures administratives et juridiques des différents projets en préparation afin de s'assurer de leur pérennité. Le chef de l'État a demandé au gouvernement d'assurer un suivi de la mise en forme du code électoral au niveau de l'Assemblée nationale, conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, afin de finaliser les formalités de promulgation. Le président de la République a instruit le gouvernement de procéder à une revue des différents projets financés par la Banque mondiale avant l'arrivée prochaine du vice-président de cette institution. Le chef de l'État a demandé au ministre en charge de la sécurité et de la défense de prendre des mesures conjointes de renforcement de la brigade urbaine en vue d'étendre ses attributions et son champ d'action. Cette brigade devra notamment reprendre ses actions contre l'insalubrité et les remblais non autorisés. Par ailleurs, les ministres en charge des travaux publics, de l'administration du territoire et de la ville devront se concerter sur la question du curage des caniveaux des voiries urbaines primaires et secondaires. S'agissant des comptes rendus et communications, d'abord le ministre de la Sécurité et de la Protection civile sur les états généraux de la sécurité routière. Pour Maître Abdul Kabele Kamara, celui-ci vise à compresser dans un seuil raisonnable la fréquence et la gravité des accidents de la circulation routière. Dans ce travail, les thématiques abordées sont entre autres la sécurité et la circulation routière, le rôle des organes et des agents de l'État, l'actualisation du cadre institutionnel, légal et réglementaire, ainsi que le renforcement des capacités opérationnelles des forces de sécurité. La problématique de la gouvernance du secteur de la sécurité routière ainsi que la protection civile après les accidents de la circulation ont également été intégrés. S'agissant de la mise en œuvre de la carte nationale d'identité biométrique, elle obéit à deux phases. Faire un état des lieux de la convention BOT avec la société Multimédia Glory, de valider le principe d'inscription du projet dans le cadre des accords de la CEDEAO s'agissant du choix de la carte nationale d'identité biométrique et enfin de définir les critères de sécurité obligatoires et optionnels pour permettre aux autorités de prendre leurs décisions. La deuxième phase a été menée avec les services juridiques et techniques du ministère ainsi que la Direction générale de la police nationale à l'époque et la Direction générale des marchés publics. Elle a défini les standards fixés par la CEDEAO, les conditions de lancement d'un nouvel appel d'offres et abordé la question de création d'un office national d'identification basé sur les expériences dans la sous-région. Sur ce point, les observations du Conseil ont essentiellement porté sur les points suivants. La nécessité de mettre en place un système de coordination des différentes initiatives en cours, la création d'un office national d'identification, la nécessité de mettre en place un mécanisme garantissant la fiabilité des informations de sécurité primaires des cartes nationales d'identité biométrique et le renforcement des services de l'État qui vont établir ces actes de naissance et les actes de décès. Quant au projet de loi relatif à l'ordre national des sages-femmes et maïticiennes de Guinée, les chiffres démontrent que la Guinée est en dessous de la norme de l'OMS. Le besoin du pays en sages-femmes est de 2356 sages-femmes selon les normes de l'OMS. Mais la Guinée n'a actuellement que 902 sages-femmes employées par l'État, soit un déficit de 1454 sages-femmes. Les 2 tiers sont employés à Conakry et dans les grandes villes de la Guinée où ne vit que 15% de la population. Au terme des débats sur ce projet de loi, le Conseil a invoqué la nécessité de prendre en compte les mutuelles de santé, le renforcement des capacités du personnel d'appui travaillant directement avec les sages-femmes et le recrutement d'un personnel d'appui.
Les rideaux sont tombés ce mercredi sur le forum ivoiro-guinéen à Conakry. Ce cadre de concertation économique a été initié par les organisateurs patronaux du pays. La rencontre a permis aux participants de cerner les difficultés et défis à relever dans le développement du business en Guinée. Saloum Kandé était de la partie. Ce sont de grandes possibilités de partenariat qui se dessinent au terme de cette rencontre des hommes d'affaires guinéens et ivoiriens à travers des contacts directs ou B2B, comme ils le disent dans leur jargon économique. Les chefs d'entreprise des deux pays ont noué des collaborations d'affaires pouvant augurer un lendemain meilleur. TIC Télécom Guinée, une structure guinéenne évoluant dans le domaine des télécommunications, a quant à elle présenté aux partenaires des opportunités d'affaires en République de Guinée. Nous avons pris quand même contact avec 2 ou 3 chefs d'entreprise pour parler un peu des opportunités d'affaires en République de Guinée dans le cadre non seulement de TIC, des télécommunications et des énergies renouvelables qui sont aujourd'hui vraiment des secteurs novateurs et qui sont aujourd'hui secteurs porteurs de revenus immenses où la demande elle est là encore non satisfaite. Donc nous nous sommes dit que vraiment ce partenariat peut permettre aux deux parties vraiment de nouer vraiment une relation d'affaires qui va aller dans le sens des intérêts des deux parties. Les participants côté ivoirien se disent rassurés de l'engagement du président de la République Alpha Condé qui aurait accepté de les accompagner dans le processus de mise en œuvre de cette coopération économique bilatérale. Les bases sont jetées, il nous appartient à nous, chefs d'entreprise, à nous, opérateurs économiques, de continuer de travailler pour transformer ces ballons-là en des buts et qui feront naître des beaux projets, nous l'espérons. Pour sa part, le ministre d'État chargé des investissements publics et privés reste convaincu que cette coopération facilitera l'intégration économique. C'est par ce biais que nous pouvons relancer durablement les échanges économiques, les impulser et faciliter l'intégration économique effective de nos deux économies et de la sous-région dans le cadre communautaire de la CEDEAO. Les organisateurs de cette rencontre économique gardent désormais une oreille attentive pour répondre aux inquiétudes et sollicitations de la délégation ivoirienne. La Jeune Chambre internationale Conakry, en collaboration avec une université de la place, célèbre la journée de l'intégration africaine par une conférence débat dont le thème est « Rôle des jeunes pour une Afrique pacifique, prospère, intégrée ». Objectif, conscientiser et expliquer l'importance de la valorisation de la culture et de la valeur africaine. Li Mariam Bailo. C'est dans le but d'encourager les jeunes générations de la Guinée de prendre leur destin en main que la Jeune Chambre internationale à Conakry Trésor a profité de cette journée marquant la célébration de l'intégration africaine pour organiser cette conférence débat. Ce rendez-vous de donner et de recevoir selon les membres de l'ONG leur permettra de connaître l'importance de la culture de renforcement des valeurs africaines afin de relever les principaux défis auxquels ils sont confrontés. Nos aînés nous ont légué un enfant à nous maintenant de l'éduquer pour qu'il puisse pleinement jouer ce rôle dans le concert des nations. Voilà pourquoi nous, membres de la Jeune Chambre internationale, convaincus que la fraternité humaine transcende la souveraineté des nations, avons décidé d'organiser cette conférence. Nous espérons qu'à l'issue de cette conférence, que le nationalisme exacerbé cédera la place à la coopération. Que le jeune Guinéen puisse avoir une vision globale de l'Afrique et agir pour projeter une image positive du continent. Venu marquer sa présence à cette conférence, Ibrahim Diallo, activiste de la société civile, a, après avoir remercié la GCI pour l'initiative, invité les jeunes à s'impliquer davantage dans le développement de la Guinée en particulier et de l'Afrique en général. La jeunesse constitue le présent et l'avenir de notre pays, mais également de toute l'Afrique. Pour moi, cette initiative permet à la jeunesse de prendre conscience, à la jeunesse vraiment de savoir qu'elle a un rôle à jouer pour l'avenir de notre pays et l'avenir du continent africain. Et donc, au nom des organisations présentes ici, nous sommes vraiment satisfaits et nous sommes avec vous. Le conférencier Mohamed Kamara a quant à lui invité les jeunes à privilégier la formation qui selon lui est gage de développement. Que l'on ait présent à l'esprit la formation d'abord. Après la formation, maintenant il faut venir vers la culture du mérite.
n'y a pas de culture du mérite dans la plupart des pays africains. Parce que le jeune, quand il est là, on ne l'encadre pas. L'homme est comme l'eau. Si vous ne créez pas le lit mineur, quand il y a inondation, ça va quitter le lit mineur pour occuper le lit majeur. Donc il est important que les uns et les autres aient présent à l'esprit la formation. Parce que s'il y a la formation, je préfère un bon héritier à un bon héritage. Un bon héritier est mieux parce qu'il peut hériter d'1 million de francs guinéens et le transformer en 50 milliards. A rappeler que la Jeune Chambre internationale est un réseau mondial de près d'un quart de million de membres répartis sur près de 120 pays, la Guinée y compris. En prélude de la journée internationale du donneur de sang qui sera célébrée en différé ce vendredi en Guinée, le Centre national de la transfusion sanguine a conféré avec les médias ce jeudi à Koléa. Objectif, partager les journalistes les enjeux de cette journée et quelques difficultés liées à la mobilisation des donneurs de sang dans le pays. Moussa Sifa Kamara. Le don du sang dans les situations d'urgence, c'est le thème retenu cette année. Ces dernières décennies, selon les statistiques, l'humanité enregistre plus d'1 million de décès et 250 millions de personnes affectées par les situations d'urgence par an. En Guinée, ces statistiques échappent au Centre national de transfusion sanguine. Seulement, le nombre de donneurs qui fréquentent les structures par an qui s'élève à 57 000 est disponible. Les difficultés pour la mobilisation des donneurs de sang, il y en a. Il y en a qui sont liés aux donneurs même, il y en a qui sont liés au service de transfusion sanguine, il y en a qui sont plutôt d'ordre structurel, donc avec les autorités, puisque il faut également qu'il y ait un bon cadre pour que le donneur puisse se sentir à l'aise. Donc si nous nous mettons à évoquer tous ces éléments, ça devient plutôt beaucoup d'éléments et nous ne pouvons pas nous en sortir. En termes d'insuffisance, Dr Yves Abba énumère quelques-unes. Un déficit très notable en donneur de sang. Il y a aussi le fait qu'il y a une vétusté des installations. Le bâtiment aujourd'hui ne correspond pas au niveau actuel de développement de nos activités, puisque nous avons beaucoup d'autres activités que nous avons développées actuellement, à savoir la préparation des produits sanguins, à savoir le contrôle de qualité, et ça fait que la structure que nous avons ne peut plus répondre pour que, en termes d'espace, pour héberger tous ces services-là. Cette journée sera célébrée en différé ce vendredi sur toute l'étendue du territoire. Après l'opération de marquage des occupations illégales au niveau de littoral, l'heure est à la pratique. Ce jeudi à Demoudoula, dans la commune de Ratoma, les cadres du ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire, dotés de machines, ont procédé à la démolition des maisons construites sur la berge de l'ancienne forêt de Demoudoula. Une action qui vise à restaurer ce site occupé par des citoyens. Reportage Omar Sow. Demoudoula, une localité située en haute banlieue de la capitale Conakry. Sur ce site classé parmi les domaines publics de l'État, des particuliers pour bâtir leurs maisons sont tenus de faire des remblais. Conséquence, l'eau repoussée au niveau des berges, une fois le passage obstrué, provoque des inondations, surtout en cette période hivernale. Une action qui s'inscrit dans la ligne du chemin directeur de la ville de Conakry, qui consiste à libérer les berges des nids des cours d'eau. La terre qui est dans le lit du cours d'eau n'est pas encore retirée. Il faut qu'on retire la terre de remblai qui est dans le lit d'eau et dégager les bâtiments qui sont dans l'emprise du cours d'eau également. Face à l'enjeu de cette opération de récupération des domaines de l'État, c'est une équipe d'agents de la gendarmerie qui a été déployée sur le terrain. Devant ces agents des forces de l'ordre, malgré le cri de détresse de certains citoyens dont les habitations ont été touchées, les machines ne reculent pas. Pour les victimes, la déception est totale. C'est un regret pour moi de voir les trucs pareils là. Des citoyens déjà alertés de l'effectivité de l'opération essayent de sauver quelques biens. Mais en vain, les machines ne laissent rien après leur passage. Les familles frappées par cette action, sous une forte pluie, n'ont que leurs yeux pour pleurer.
huissiers de justice près des cours et tribunaux de Guinée a également été déployé sur le site de l'ancienne forêt de Demoudoula. Une manière pour maître Mohamed Chérif Camara de veiller à la sécurité des biens des occupants, mais aussi de s'assurer que les déguerpis n'ont pas été victimes de vol ou de pillage de leurs effets. La santé au cœur de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. Loulou Bari vient de présenter son livre intitulé Prévention des crises cardiaques et attaques cérébrales. Cet ouvrage révèle les astuces permettant d'éviter ces pathologies qui sont à l'origine de plusieurs décès dans le monde. Ça, Alouyombono pour les détails. Cette œuvre de Loulou Bari était destinée dans un premier temps aux travailleurs de la Compagnie des bauxites de Guinée. Après une large réflexion, l'écrivain spécialisé dans le domaine sanitaire voit la nécessité de la rendre accessible à tous. Prévention des crises cardiaques et attaques cérébrales explique au lecteur les nombreux facteurs à l'origine de ces pathologies. En matière de prévention de crises cardiaques et d'attaques cérébrales, je parle de pathologies en faisant allusion au diabète et à l'hypertension, qui sont des facteurs déterminants dans le déclenchement de ces maladies-là. Maintenant, les facteurs de risque, vous connaissez, il y a le stress, il y a l'âge, il y a la famille, il y a la sédentarité, le surpoids et les aliments trop riches en graisse animale. Il y a aussi les vices. Tout ça là sont des facteurs contributifs à l'apparition de ces maladies. L'œuvre est certes rédigée par un médecin, mais le contenu peut largement être compris même par les profanes en matière médicale. En matière de santé, très souvent les gens ont peur des mots. Mais ici, j'ai voulu le rendre très simple, accessible à tout le monde, à tous les niveaux. Lorsque quelqu'un arrive à se procurer de l'ouvrage, il arrive à le lire, il comprendra comment se faire pour ne pas avoir ces pathologies. Au dire des spécialistes, les maladies cardiovasculaires constituent l'une des principales causes de mortalité à travers le monde. Les chiffres énumérés en disent mieux. Sur 57 millions de décès annuels, 17,5 millions sont dus aux maladies cardiovasculaires. Et sur ces 17 millions, la seule hypertension artérielle est responsable de 8 millions de décès. L'usage du tabac est responsable de 6 millions de décès et le diabète 1,5 million. La pratique du sport de façon régulière et la consommation des fruits et légumes de façon modérée sont conseillés pour minimiser les dégâts causés par les maladies cardiovasculaires. La grande mosquée Faïsal se trouve actuellement dans un état de dégradation très poussé. Ce jeudi, le premier imam de la dite mosquée, entouré de l'administration de ce lieu de culte, a attiré l'attention de l'opinion sur la situation actuelle de la mosquée. Selon Eladj Mamadou Saliou Camara, lui et ses collaborateurs ne sont ni de près ou de loin associés à une quelconque rénovation de cette mosquée. On l'écoute au micro de Moussa Sifa Camara. Secrétaire général Makolo Ifarbe Kéré Afrique et la Hama bureau na hanyo sa entreprise be bele grand projet mune to be na lo wa ngwal ke nan to yami fare na ka fala mangi be na ha fa e ka khil fani ha anun tam ha kala wo fi makhil ko bi mbaram ke to yami fare yitan kel khiminde kona tambe de khoro kon tambe mangela hay sabari imam nira na he wonna hidiri khifa alhamdulillah ko bu do me sanna ina fi ko man rawal na al sabari ina ke ya mi de puye no na na ba donc mudundu de ko na dangi nakine mais musese falambe wallahi alladhi la ilaha illa hu ma administrateur na be na hamna be administrateur général wulare atana ma goro ko nak khata kolo na he walbe khata fa ki kolo na lo enta bakolo man to fa mako la farane wallahi ana am fa makulu bon na to ne ke ko ri khanima afa to ne khanima e ke ko ri khanife dan na ke mo na tankulu mo na ha to e bara to lu famba e na ma khanima to lu na khanu na be ala haji buram so fadiga to lu na khansa ngona ha to na ban sama camion ko e khanima ngona ha bara sa na do khayara ado ko na khanu ngona ha na bule ke na khanu be na fa na bara ke administrateur na fa kulu e fa ne e kunjima ete be fari mais me gëna xé poussé ma man gasan yi kafa na mutim ma mo tan ka to be wol ke nan tunto ma ina wayan ina sika président si show de muna ali ma tan na yi de ma mo ko nan ko wallahi khaliq as-samawati wal ard.
La première invitée d'Emmanuel Macron ce jeudi, c'était la chancelière allemande qui a présidé ce matin avec le président français un conseil des ministres franco-allemands. Les deux chefs d'État ont ensuite donné une conférence de presse conjointe. Regardez. Une accolade amicale signe qu'Emmanuel Macron et Angela Merkel sont sur la même longueur d'onde. Une matinée très intense pour le couple franco-allemand. Durant leur discussion, tout est passé au crible: cybercriminalité, sociale, défense, économie, migration, contrôle des frontières, lutte contre le terrorisme. Tant de points qui rapprochent Berlin et Paris. Je crois que ce Conseil, non seulement acte une convergence de vues très forte entre nos deux pays face aux grands risques internationaux, face à l'agenda mondial et européen qui est le nôtre, mais il a permis également de mettre en lumière plusieurs initiatives concrètes que nous avons prises ces dernières semaines, que nous avons actées aujourd'hui ou que nous allons prendre dans les prochaines semaines. Annonce également d'une grande nouvelle, Paris et Berlin vont développer un système de combat aérien européen, nouvelle génération, afin de remplacer les flottes actuelles d'avions de combat à long terme. Une révolution profonde selon les mots du président français, mais également un projet très lourd pour les deux armées et les deux gouvernements. Place désormais au travail conjoint et la coordination, notamment en termes de recherche et développement. Plus tôt dans la journée, les deux dirigeants étaient dans le nord de Paris pour un atelier linguistique organisé par l'Office franco-allemand pour la jeunesse, destiné à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes des deux pays. Une rencontre enrichissante durant laquelle Emmanuel Macron a rappelé l'importance de l'apprentissage mutuel des langues, de la culture et de l'histoire, seul biais pour rompre les malentendus. Ce 19e Conseil des ministres franco-allemands s'est tenu quelques heures à peine avant qu'Emmanuel Macron n'accueille Donald Trump. À moins de 3 mois des élections en Allemagne, Paris et Berlin tentent de poser des jalons pour l'avenir. Donald Trump, qui sera donc demain l'invité d'honneur du défilé du 14 juillet, une parade sous très haute sécurité en raison de sa présence notamment, mais également de l'état d'urgence et que la plaie reste vive après les attentats qui ont frappé la ville de Nice. Suivez. Depuis l'attentat du 14 juillet 2016, une question obsède les habitants de Nice. Sont-ils désormais en sécurité sur cette promenade des Anglais ? Une chose est sûre, tout le dispositif de sécurité a été repensé. En amont, les services de renseignement se veulent plus efficaces et les agents de sécurité mieux formés aux risques terroristes, à l'instar des forces de l'ordre. En aval, l'espace urbain a été réaménagé. Les travaux ont duré plus de 6 mois, mais le résultat est là. Pour bloquer la route des camions béliers, 400 nouveaux palmiers et des poteaux anti-intrusion ornent désormais la promenade des Anglais. Pour éviter en outre toute négligence, les véhicules autorisés seront désormais contrôlés par un dispositif de vidéosurveillance et soumis à des autorisations spéciales. La sécurisation, elle est composée de plusieurs éléments. Tout d'abord, le premier élément, c'est cette lisse composée de 2 câbles et de poteaux fortement ancrés dans une poutre béton située en sous-sol. C'est le premier élément de cette sécurisation. Deuxième élément de sécurisation, des poteaux anti-intrusion qui sont situés au droit de chaque passage piéton pour empêcher l'intrusion d'un camion de fort tonnage au droit des passages piétons. Et ensuite, dernier élément, des potelets rétractables, donc de anti-intrusion également, qui se rétractent dans le sous-sol afin de permettre l'accès des services pour garantir les usages de la promenade de manière contrôlée. En tout, 5 millions d'euros ont été investis pour faire de ce lieu une forteresse. Après ce qu'il est arrivé le 14 juillet 2016, c'est bien d'avoir une sécurité et pouvoir se promener en tranquillité. Partout en France, le paysage urbain est en train d'être pensé. À Paris, un grand chantier doit débuter en septembre pour sécuriser la zone autour de la Tour Eiffel. Il s'agit de construire un mur en verre pare-balles qui protégera ce lieu hautement touristique. Un projet ambitieux pour s'adapter à des modes opératoires qui évoluent sans cesse. Les prochaines semaines vont être judiciairement compliquées pour Benjamin Netanyahou, pour certains de ses proches, parce que les enquêtes pour faits de corruption auxquels leur nom est cité, progressent à grand. Regardez. Pour la 3e fois, David Shimron a été entendu par les enquêteurs dans le dossier 3000. Le cousin et avocat personnel du Premier ministre israélien est soupçonné de corruption dans l'affaire de l'achat de sous-marins militaires allemands.
Son assignation à résidence a été prolongée de 2 jours, ainsi que l'interdiction d'entrer en contact avec Benyamin Netanyahou. Pour l'instant, David Shimron n'a rien à déclarer. Il faut respecter les règles et il faut respecter l'enquête et les enquêteurs. Je ne peux rien dire sur l'enquête et je ne veux contrevenir à aucune règle. Il faut respecter tout le monde et je vous demande de respecter cela, vous aussi. L'enquête se poursuit avec une question. Que savait exactement le Premier ministre de cette affaire de corruption et du monopole accordé à l'entreprise allemande ThyssenKrupp? Le député israélien Yair Lapid a été entendu par les enquêteurs en début de semaine. Il était ministre des Finances au moment des faits et pour lui, il ne fait aucun doute. Benyamin Netanyahou savait. C'est sans aucun doute l'affaire de corruption la plus importante de l'histoire du pays. Nous savons que de l'argent du ministère de la Défense, de nos soldats, de nos enfants est sorti d'Israël, a été transféré vers l'Allemagne et versé sur un compte secret en Allemagne. Puis il est revenu en Israël directement dans la poche de l'avocat du Premier ministre israélien, qui est aussi son meilleur ami et son représentant sur la scène politique. Et tout cela sans avertir le ministre de la Défense. Le Premier ministre n'est pas suspect dans l'affaire. Je ne sais pas comment le Premier ministre ne savait pas. Pour l'instant, Benyamin Netanyahou n'est pas sur la liste des suspects. Mais les taux se resserrent autour de lui. Le Premier ministre israélien pourrait être entendu à son tour dans les prochains jours. Des prix trop élevés à monopole, impossible à casser, les consommateurs sont largement lésés. Voilà une nouvelle affaire qui tombe bien mal pour Benyamin Netanyahou. Le fournisseur Internet et téléphone Bezek aurait été protégé par le gouvernement israélien. Une enquête contre les directeurs de cabinet du ministre des Communications et homme de confiance de Benyamin Netanyahou. Suivez. Comment promouvoir les liens entre pouvoir et finance, le guide complet. Ainsi pourrait s'intituler le dernier rapport publié mercredi par le contrôleur de l'État. On a l'impression que la personne la plus proche de Netanyahou travaille pour le meilleur ami de Netanyahou. Le rapport en question examine les relations entre 3 personnages clés. Benyamin Netanyahou, Shlomo Filber, son directeur général au ministère des Communications, poste que le Premier ministre cumule alors, et Shaul Alovitch, principal actionnaire du géant israélien des télécommunications Bezek. Benyamin Netanyahou et Shaul Alovitch sont de proches amis. Cette amitié n'est pas exposée pour éviter tout soupçon de conflit d'intérêts. La question soulevée par le rapport, y a-t-il eu des anomalies dans les décisions prises par Benyamin Netanyahou qui ont favorisé le monopole du géant israélien des télécommunications ? Lorsque ces relations particulières entre le chef d'entreprise et le chef du gouvernement sont révélées dans la presse israélienne, le Premier ministre nomme un autre proche, Shlomo Filber, comme directeur général du ministère des Communications. Le jour de la publication du rapport, celui-ci est justement entendu 13 heures durant par l'autorité des marchés financiers. Il est soupçonné de fautes éthiques et de délits d'initié dans une autre affaire, de corruption celle-là, touchant la direction de Bezek. Le rapport mentionne l'enquête concernant cette affaire, notamment le fait que Shlomo Filber ait œuvré à l'annulation d'une réforme sur la séparation structurelle du consortium sans en informer l'échelon professionnel. L'annulation de cette réforme permettrait à Bezek d'éponger le déficit d'une de ses sociétés et recevoir des avantages fiscaux d'un montant de 450 millions d'euros. Bezek a fait pression pour que l'annulation de la réforme ait lieu avant la fin de l'année fiscale et le directeur du ministère a été dans son sens. Il respecte le calendrier fixé par Bezek. Depuis quand un régulateur chargé du bien public agit-il selon les directives du corps régularisé? L'homme de main de Benyamin Netanyahou dément avoir favorisé l'ami de Benyamin Netanyahou. Rien de rien. Entre l'intérêt public et les intérêts personnels, il est clair pour le rapport de quel côté la balance a penché. Pour le Premier ministre aussi d'ailleurs. Celui-ci affirme n'agir que dans l'intérêt public. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce journal. Merci de votre aimable attention et restez connectés pour la suite des programmes. Bonsoir chez vous.